Bienvenue au Parlement européen de Bruxelles. Il y a 30 ans, Maastricht divisait l'opinion en France. Les électeurs mobilisés en masse votaient de justesse à 51,04% en faveur de la ratification du traité, marquant la fondation de l'Union européenne et posant les bases de la création de l'euro. La France serait-elle aussi divisée aujourd'hui? Voterait-elle? Encore oui. Avec nous en plateau, Manon Aubry, eurodéputé LFI, Yves Bertoncini, président du mouvement européen. Bonjour. Je crois qu'on dit plus souvent Bertoncini. J'ai le droit de dire Cini ou pas? De l'autre côté du Kiévrin, on peut dire Chini. D'accord. Je pensais du Rubicon, moi, mais d'accord, mais du Kiévrin. Alors, vu qu'on est à Bruxelles, on va dire Cini. Clotilde Goujard, journaliste de Politico, média de référence sur les questions européennes ici à Bruxelles, et Jean Quatremer, avec qui nous reviendrons dans son édito sur la réforme des fameux critères de Maastricht et du pacte de stabilité, parce que Jean, la Commission doit faire des propositions de réforme de ce fameux pacte de stabilité. C'est quoi? C'est dans les semaines à venir? C'est à la fin du mois? Ça devrait être dans les semaines à venir, oui. D'accord. Pour une application en 2023. Mais avec Jean Quatremer, on a toujours un coup d'avance. Mais d'abord, le traité de Maastricht pour les nuls. On fait le point avec le correspondant de France Télévisions à Bruxelles, Julien Gasparotto. Au départ, il s'agit d'une petite ville tranquille des Pays-Bas, mais dans l'histoire, le nom de Maastricht restera associé à une bataille sur l'avenir de l'Europe. Il y a 30 ans d'ailleurs, on ne se disait pas pour ou contre l'Europe, mais pour ou contre Maastricht. Alors, que contient ce traité de 163 pages, signé le 20 septembre 1992 et adopté à une très courte majorité par un référendum en France? Ce texte fondateur instaure tout d'abord la création de l'Union européenne. Objectif, remplacer l'ancienne Communauté économique européenne pour lui donner plus de pouvoir politique et faire de l'Europe une espèce de super-État capable de rivaliser avec les grandes puissances mondiales. Maastricht instaure une citoyenneté européenne avec une libre circulation des personnes, des capitaux et des marchandises et donc une suppression des frontières. Le traité consacre aussi l'abandon de la souveraineté monétaire. C'est lui qui ouvre la voie à la création d'une monnaie unique, l'euro, 10 ans plus tard. Enfin, c'est aussi ce texte qui fixe des règles économiques et notamment le pacte de stabilité qui prévoit que les États membres doivent contenir leur déficit en dessous de 3% du PIB. Maastricht est sans doute l'un des textes qui a fait le plus avancer la construction européenne, mais les divisions de l'époque ont laissé des traces. 13 ans plus tard, les Français rejetteront le traité sur la Constitution européenne et aujourd'hui encore, la montée des souverainismes en Europe témoigne de ce fragile équilibre. Merci, cher Julien. Alors, la procédure de ratification fut compliquée dans de nombreux pays, pas qu'en France, où, on s'en souvient, donc la campagne référendaire fut passionnée. Voici, comme nous le montre cette carte de toute l'Europe, les 12 pays signataires du traité de Maastricht. Clotilde, c'était compliqué dans les autres pays européens déjà à l'époque? Bah oui, on a vu par exemple au Danemark, le premier référendum n'est pas passé. Donc ils ont dû aller renégocier pour obtenir des exemptions, par exemple la monnaie unique, pour ensuite refaire un référendum qui est ensuite passé. Donc c'était pas nécessairement facile partout et au Danemark, assez eurosceptique, c'est pas bien passé. Yves Bertoncini, avant on avait le traité de Rome, 1957, ça remonte, 57, c'est loin, 57. Jean, vous êtes né en 57, vous. Non mais avant, c'était surtout économique, la coopération au niveau européen. Et finalement, le traité de Maastricht, qui est passé par référendum en 92, qui est rentré en vigueur en 93. Là, c'était l'Europe politique? C'était le deuxième moment fondateur pour l'Europe. Après la Deuxième Guerre mondiale, la Communauté européenne du charbon et puis le traité de Rome, les traités de Rome, Euratom et puis le marché commun, comme on dit. Puis après, là, un deuxième grand moment géopolitique, la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, des Européens qui re-signent un contrat de mariage pour plusieurs décennies et sous la forme du traité de Maastricht, dans lequel il y a à la fois, et c'était le symbole, et y compris dans le débat français, la monnaie unique, l'union économique et monétaire, et puis aussi des promesses, des objectifs en matière de sécurité collective, que ce soit la politique étrangère, ça a été rappelé, ou la coopération policière et judiciaire, la citoyenneté. Le grand sujet, c'était quand même, est-ce que nous voulons encore être ensemble? Et pour cela, ratifier ce traité, ce que les Français ont fait de justesse. Mais vous le dites, la coopération judiciaire et policière, là on commence à toucher au régalien. C'est pour ça que c'était aussi sensible en 92? Oui, c'était un choc d'intégration, mais c'est encore plus vrai pour la monnaie. La monnaie, c'est le symbole aussi de la souveraineté nationale. Alors même si à l'époque,
la souveraineté française était quand même très limitée, parce qu'en gros, on s'alignait sur la Bundesbank, et notre souveraineté, à nous les Français, c'est de savoir si on allait l'attendre une demi-heure ou un jour pour suivre ce que faisait la Bundesbank. Aujourd'hui, on a partagé ces souverainetés à Francfort, la Banque centrale européenne qui agit en fonction d'un intérêt collectif. C'était compliqué politiquement en 92. Les divisions ont traversé les lignes de fracture partisane, on va dire, habituelles. Le référendum était proposé par, évidemment, un président socialiste, François Mitterrand, une partie du RPR autour de Jacques Chirac où Édouard Balladur faisait campagne en faveur du oui, mais les communistes et aussi des socialistes comme Jean-Pierre Chevènement et des écologistes, eh bien, eux ont lutté aux côtés d'une partie de la droite pour le non au référendum. Vous, Manon Aubry, vous êtes LFI, vous étiez... J'avais 2 ans. Vous aviez 2 ans. Donc Je ne vais pas vous demander ce que vous aviez voté. En revanche, on sait que Jean-Luc Mélenchon, lui, il avait voté pour. Oui, parce qu'on était dans un contexte politique donné. On sortait de la guerre froide, on sortait de la réunification de l'Allemagne. Et en fait, le traité de Maastricht, il avait 2 choses en son sein. Et il y a une partie qui a été complètement oubliée, qui est l'intégration sociale et politique. Et à la place, ce qu'on retient du traité de Maastricht, qui, au jour d'aujourd'hui, je pense, ne passerait plus, ce sont les fameux critères de Maastricht qui ont été inventés sur un coin de table. C'est les 3% de déficit maximum, les 60% de dette maximum, qui depuis ont été globalement pas respectés par rapport au PIB, qui contraint les dépenses publiques, pour faire simple et court, et qui a obligé certains États, dans une certaine mesure, à couper dans les dépenses publiques, et qui n'ont aucun sens économique, parce qu'on est les seuls au monde d'ailleurs à appliquer ces critères-là, et qui aujourd'hui, je crois, sont largement contestés. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que ces critères-là ont été suspendus dans le cadre à la fois de la crise du Covid, mais le sont encore aujourd'hui avec la crise économique que nous connaissons, et sont remis sur la table. Et je pense qu'il est temps finalement de tourner la page des critères de Maastricht pour être à la hauteur des enjeux du moment, qui sont des enjeux écologiques, des enjeux sociaux, qui n'étaient certainement pas les mêmes d'ailleurs en 1992, qui fait qu'on ne peut plus contraindre les dépenses publiques de cette manière-là, qu'on doit prendre en compte les investissements qui sont bons pour la planète, bons pour l'intégration sociale et lutter contre les inégalités, et que cette référence sans cesse au PIB n'a pas beaucoup de sens. Dit autrement, quand vous faites un accident de la route ou une catastrophe écologique, ça participe au PIB, ça n'a aucun sens, je pense, dans le contexte d'aujourd'hui. Yves Bertoncini. Oui, enfin, bon, les critères de Maastricht, c'est un code de la route. C'est de dire on peut faire des déficits, mais pas trop, et puis de la dette, mais pas trop. Comme vous l'avez dit, ils n'ont pas été respectés par notre pays, en premier. Il faut quand même dire les choses. Depuis 2002, mise en circulation de l'euro, nous, la France, nous avons été sous les 3% 3 fois. 3 fois sur 20 ans. 3 fois. D'ailleurs, nous ne prévoyons toujours pas d'y retourner avant 2027, peut-être. Donc, ce n'est pas un problème pour la France. On est rentré dans l'euro, on avait 60% de dette, maintenant on est à 115. Est-ce que pour autant, ça a réglé aucun des problèmes fondamentaux qu'affronte notre pays? Moi, j'ai un peu des doutes. En tout cas, ce n'est pas une camisole de force, ce n'était pas un dogme, c'était juste des principes de bonne gestion. Et j'observe que les pays qui ont respecté ces principes ne s'en portent pas plus mal que nous. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Manon Aubry pense qu'aujourd'hui, ça ne repasserait pas en France. Maastricht, 30 ans plus tard, Jean, le paysage politique, de quelle manière a-t-il évolué? C'est une très bonne question. En France. C'est simple. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y aurait un seul parti qui défendrait le oui. Parce qu'on a eu, après Maastricht, on a quand même eu le traité constitutionnel européen en 2005. Donc, ça a donné une idée assez claire du rapport de force politique. Pas dans l'opinion publique, parce que l'opinion publique est restée globalement très pro-européenne, et même ça s'est accentué depuis 2005, depuis le Brexit de 2016. Aujourd'hui, il n'y aurait qu'un seul parti qui défendrait totalement le oui, ça serait La République En Marche, enfin Renaissance désormais. Tous les autres partis défendraient le non. Si Maastricht est passé en 1992... Il serait divisé, dit Manon Aubry. Il y en aurait à la France Insoumise qui serait en faveur? Non, je pense plutôt au Parti Socialiste, à Europe Écologie Les Verts. Parti Socialiste. On est d'accord que leur il faut être sérieux. Et Europe Écologie Les Verts, mais ils ont des élus. Oui, et Europe Écologie Les Verts est en train d'exploser sous nos yeux, donc de toute façon la question ne se posera pas véritablement. Donc la NUPS, on va dire ça comme ça, le gros de la NUPS serait contre quel que soit le traité européen, parce qu'il ne serait jamais assez social. Donc je pense que ça serait un non. Alors la question, il faudrait la poser différemment, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on aurait un nouveau traité, de toute façon, ça deviendrait un enjeu de politique intérieure, comme à chaque fois. C'est-à-dire, on fait de la politique intérieure, on ne fait pas de la politique européenne. Donc la seule façon, ça serait de dire, écoutez, soit vous acceptez ce nouveau traité, soit on sort.
Moi, je pense que c'est le truc le plus simple, parce qu'on n'aura jamais de référendum au niveau européen. Tout près. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir une double majorité, une majorité d'État et une majorité de la population qui accepte le traité. Dans ce cas-là, il rentre en vigueur. Comme on n'aura pas ça avant, disons, des siècles, des siècles. C'est intéressant ce que vous dites, Jean, parce que... je sais. Pardon, non, mais si je le dis, c'est parce que c'est rare. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a souvent des râleries. Les gens disent, oui, il y en a ras-le-bol de l'Europe et de sa technocratie. Mais en même temps, et on l'a vu avec les Grecs, quand il s'agit éventuellement de sortir ou de se priver de la valeur ajoutée européenne ou de la coordination européenne ou de la solidarité européenne, là, il y a une forte inquiétude. Les gens ne veulent pas le faire. Absolument. Le seul texte qui pourrait passer aujourd'hui, en France ou dans l'ensemble de nos pays européens, c'est est-ce que vous voulez rester ou est-ce que vous voulez sortir? Là, au moins, ça serait clair et net. Ça passerait. Et je pense qu'en France, ça serait le oui à l'Europe qui passerait. Tout le reste ne passerait pas, tout simplement parce que c'est un enjeu politique du mouvement européen. Mais c'est la même chose pour l'euro, parce que bon, on fait de la science-fiction si on dit on revote Maastricht aujourd'hui, mais il suffit de regarder si les Français sont satisfaits ou pas d'être dans l'euro. Ils sont extrêmement satisfaits d'être dans l'euro, comme d'ailleurs tous les peuples qui ont rejoint l'euro. On a parlé de la crise grecque. C'est pas l'euphorie, mais c'est... Extrêmement, je crois qu'on est de l'ordre de 50% de satisfaction. Non, pour l'euro, je parle, pas de l'Union européenne. Et par rapport à l'Union européenne, il y a un sondage ELAB en janvier dernier, 39% des Français estiment que l'UE a autant d'avantages que d'inconvénients, 33% qu'elle a plus d'inconvénients que d'avantages, et 27% plus d'avantages que d'inconvénients. Mais dans la dernière période, l'opinion publique française a un petit peu décroché dans ces sondages-là. Mais je reste sur l'euro, parce que c'était ça, Maastricht. Maastricht, ça a été dit, les Danois n'ont pas voulu de l'euro, personne ne les a forcés, les Britanniques non plus. Nous partîmes 10 dans la monnaie unique. On sera bientôt 20, puisque les Croates nous rejoignent. Donc les peuples, pas que le peuple français, voient des avantages à cette intégration monétaire. Et c'était ça, Maastricht. Et pour le reste, les promesses de sécurité collective, elles n'ont pas toutes été tenues. Mais l'idée qu'il faille faire plus en matière de politique étrangère et de sécurité ou de coopération policière et judiciaire au moment de la guerre en Ukraine et des assauts terroristes, eh ben, il faut évidemment le faire. Et je pense que nos citoyens, nos concitoyens le pensent majoritairement. Alors après, il y a les jeux de partis qui existaient déjà à l'époque, parce que Pasqua et Villiers avaient voulu flinguer Chirac. Et ça existerait sans doute en France, et ça nous entraînerait vers un débat, je dirais, à l'issue incertaine, y compris parce que si le président de la République actuel posait n'importe quelle question, on aurait peut-être la tentation de lui répondre non. Moi, je ne suis pas d'accord sur la manière de poser le débat pour ou contre l'Union européenne. Je trouve qu'on nous enferme trop dans ce débat qui, je trouve, n'est pas d'actualité. La plupart, en effet, des Français ne veulent pas nécessairement quitter l'Union européenne. Mais ça veut dire que, du coup, il faut prendre l'Union européenne telle qu'elle est, genre elle est à prendre ou à laisser. Et je trouve que c'est dommage, d'abord parce que c'est méconnaître ce qui s'est passé en 2005. Pour le coup, en 2005, c'est ma première étape, moi, personnelle, de politisation. Et les gens se sont intéressés, ça a débattu dans le pays du type de construction européenne que nous voulons. Et si demain, on proposait des réformes qui, justement, sortent de ces règles un peu stupides du 3% de déficit et 60% de dette en mettant d'autres indicateurs de coordination économique, nous, on est favorable à la coordination économique au niveau européen. Si vous changez les règles pour faciliter l'harmonisation fiscale et enlever le droit de veto des paradis fiscaux, par exemple, je suis sûre qu'il y aurait un soutien massif de la part de l'opinion publique française. Et en tout cas, Jean Quatremer, moi ici, s'il y avait un contenu, un traité qui ressemblerait à cela, je serais la première à faire campagne pour le oui. Donc il ne faut pas réduire le débat à pour ou contre l'Union européenne, mais quel type de construction européenne que nous voulons, et je trouve que le bilan du traité de Maastricht, finalement, est une bonne occasion de le poser sur la table. D'accord, j'ai cru que vous alliez dire le bilan du traité de Maastricht est bon. Non, est une bonne occasion. Et l'occasion de se reposer la question de la direction de la construction européenne. Clotilde Goujard. Ce qu'on voit avec la montée des partis eurosceptiques à travers l'Europe, notamment en Italie, c'est que même des gens comme Giorgia Meloni qui voulaient sortir complètement de l'euro, maintenant, ils ne pensent quand même pas à pousser ce type d'idée. Ils sont plus dans cette idée de faire une réforme par rapport au pacte de la stabilité et à ces critères-là. Donc ils veulent quand même rester, mais avoir une Europe qui répond à leurs attentes très souveraines, plus de nations. Giorgia Meloni, quand même, de Fratelli Italia, qui a quand même le frein à main quand elle parle de Bruxelles et de l'Union européenne, parce qu'elle sait qu'elle va dépendre des 140 milliards d'euros du fonds de relance dont l'Italie aura besoin absolument. Yves. Mais ce qui est intéressant quand on fait le bilan, justement, de Maastricht, c'est que le Maastricht a posé des fondations. La gestion, par exemple, de l'Union économique et monétaire, elle n'a pas du tout été conduite comme c'était prévu à Maastricht, parce que les 3%, encore une fois, la France est insoumise depuis longtemps en matière de déficit, si vous le permettez. La façon dont on a... Il est possible de désobéir à certaines règles. Absolument. Européennes. La façon, pour le meilleur et pour le pire, pour notre pays, à mon avis, mais pour le traité de Maastricht, qu'est-ce qu'il disait? On a parlé de la Grèce. Il disait, si jamais un jour un pays
est en grande difficulté financière, on ne le sauvera pas. C'était ça, Maastricht. No bail-out. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a sauvé, pas que la Grèce, l'Irlande, Chypre, alors contre des réformes douloureuses. Certes, l'union bancaire, c'était pas prévu à Maastricht. Le fait que Mario Draghi sorte totalement la Banque centrale européenne de l'orbite allemande, c'était pas du tout conforme à l'esprit de Maastricht, mais il l'a fait en respectant la lettre de l'esprit de Maastricht. Donc, ça a évolué. Et bien sûr, vous avez raison, il faut continuer à se mobiliser pour trouver un accord à 27 pour que ça évolue. On peut bien toujours modifier le pacte de stabilité. Il y a eu un pacte budgétaire, pourquoi pas. Mais j'observe juste que ça n'a pas empêché la France d'empiler les déficits et les dettes publiques pour le meilleur et pour le pire. Alors justement, sur la modification du pacte de stabilité, Jean, juste parce que Manon Aubry a précisé que les critères 3%, 60%, 3% de déficit par rapport au PIB, 60% d'endettement par rapport à la dette publique, ça a été fait sur un coin de table. C'est quoi la vraie histoire, vous qui l'avez vécu? Non, elle a tout à fait raison. Je veux dire que simplement, l'idée, c'était vraiment deux conseillers à l'Élysée parce qu'il fallait faire plaisir aux Allemands. Non, absolument pas. C'est faux. Les Allemands n'ont pas proposé les 3%, ce sont les Français. Oui, l'idée, c'est la règle d'or, les Allemands. Ils voulaient la règle d'or. Pourquoi est-ce qu'on a fait ces critères? C'est pour sortir l'Italie. Parce que personne ne voulait des pays du Sud à l'époque. Et donc, pour ne pas avoir l'Italie avec sa dette de 130%, la Belgique, c'était un cas à part parce qu'elle était rattachée à l'Allemagne. Et donc, c'était trouvons des critères qui permettront d'évacuer l'Italie. C'est tout. Ça aurait pu être 3%, ça aurait pu être 6%. D'un point de vue économique, ces chiffres n'ont strictement aucun sens. Jean, en tout cas, donc, on l'a compris, Maastricht, c'était avant tout un traité économique fondateur. Il a amorcé la création de la monnaie unique avec notamment ces fameux critères donc, de Maastricht, 3% de déficit maximum et 60% d'endettement, qui soulèvent des problèmes démocratiques. Jean, entre euro et démocratie, faut-il choisir l'édito de Jean Quatremer? Qui aurait pu imaginer en 1992 que 30 ans plus tard, les Européens continueraient à penser le monde avec le logiciel économique et monétaire du traité de Maastricht? C'est ce traité qui a inventé les fameux critères, dont les limites de 3% de déficit public et les 60% de dette publique. Mais il s'agissait simplement de déterminer les pays qui pourraient se qualifier pour la monnaie unique en 1999, soit 6 ans après la signature du traité de Maastricht. L'idée était qu'il fallait que les économies convergent pour pouvoir supporter la même monnaie. Il a été jugé que ces critères seraient de bons indicateurs, mais jamais ils n'ont été pensés pour s'appliquer à la gouvernance de la zone euro. C'était compté sans l'Allemagne. Elle ne faisait guère confiance à l'époque à ses partenaires qui auraient pu renoncer à la culture de stabilité dès leur qualification. Elle a donc exigé que Maastricht soit complété par un pacte de stabilité signé en 1997 qui pérennisait ces critères. Évidemment, cela n'a pas fonctionné. Le premier pays à violer le pacte a même été l'Allemagne en 2003. La France, elle, n'a réussi qu'à 7 reprises à être sous le plafond des 3%. Et depuis 2020 et la crise du Covid, le pacte est suspendu. Fixé dans un texte des normes auxquelles doit se plier l'ensemble des économies de la zone euro est lunaire. Dans aucune constitution nationale, il n'existe de telles prescriptions en dehors des grands principes comme le droit de propriété, puisque chacun sait que les circonstances économiques changent rapidement et qu'un bon gouvernement est celui qui sait s'adapter. Le problème, dans la zone euro, est qu'il n'existe toujours pas de budget fédéral qui pourrait absorber les chocs économiques, comme aux États-Unis par exemple. Or, une monnaie unique ne peut durablement exister que si elle est adossée à un État disposant d'un budget conséquent et d'une capacité d'emprunt. On en est loin dans la zone euro, d'où ce pis-aller qui est la contrainte que l'on fait peser sur les budgets nationaux afin d'éviter que les politiques économiques ne divergent trop. Le problème est que cette contrainte est de plus en plus ressentie comme illégitime par les peuples dès lors qu'elle empêche un gouvernement de mener la politique pour laquelle il a été élu. Monnaie unique contre démocratie, voici tout l'enjeu de la renégociation du pacte de stabilité qui s'annonce. Merci, cher Jean Quatremer. Je remarque que vous dites Maastricht. Vous avez une petite prétention dans la façon de le dire. C'est ça. Yves me disait, ça veut dire quoi, Maastricht? C'est le détroit de la Meuse rétrécie. Maastricht. D'accord, le détroit de la Meuse. Pour la prononciation à nos amis néerlandophones. D'accord. Et les anti-européens disent Maastricht, comme trick, coup de trick. Absolument. Ok, on n'enchaînera pas là-dessus. Manon Aubry, qu'est-ce que vous pensez de l'édito de Jean Quatremer?
je suis plutôt d'accord sur l'inefficacité et l'inutilité. Je veux que tout le monde le note. Bien sûr, mais vous voyez qu'on est capable de savoir faire la part des choses. Et c'est vrai que quand on regarde dans le détail ces critères de Maastricht et le pacte de stabilité et de croissance... Maastricht. Peu importe la prononciation, il y a un rapport intéressant du comité budgétaire européen qui est rattaché à la Commission européenne, qui dit plusieurs choses. Par exemple, qu'il n'y a pas une seule année où tous les États européens ont respecté ces critères. Et en tout, ils ont été violés 171 fois en l'espace de 20 ans. Donc on voit que ça n'a plus aucune réalité pratique et qu'il faut se poser la question, plutôt que de se cacher derrière son petit doigt, de se dire « Ok, ces règles n'ont plus aucun sens, ça aurait pu être 4%, 2%, 5%, on veut se coordonner économiquement, ça s'entend à partir du moment où on partage une monnaie, mais il faut de nouveaux critères, de nouveaux indicateurs, y compris de croissance. Je ne suis pas sûre que la référence au PIB soit la meilleure et surtout prendre en compte des impératifs sociaux et écologiques qui étaient complètement étranger au moment où ça a été établi en 1992. Je pense qu'en 2022... Le taux de chômage, par exemple. Par exemple, le taux de chômage ou le taux d'activité et d'emploi à l'inverse, les inégalités, l'empreinte carbone des États. Ça devrait être des critères intéressants de coordination. Mais Paolo Gentiloni, qui est le commissaire européen à l'économie, va donc faire des propositions dans les semaines à venir pour réformer ces fameux critères. Là, qu'est-ce qu'on dit dans les couloirs ici à Bruxelles pour l'instant? On entend qu'il y a un peu plus de flexibilité. On l'a vu dans le discours de l'Union de la présidente Ursula von der Leyen, qui est son exercice un peu annuel où elle a parlé de flexibilité pour tout ce qui est investissement stratégique. Et puis le commissaire Gentiloni était à un sommet organisé par Politico. Et donc là, il a commencé à suggérer que, étant donné que la moyenne d'endettement public en ce moment était plus à 97%, on pourrait potentiellement réfléchir et suggérer, par exemple, à un plafond à 95%. Et il a dit que, de toute manière, il ne faudrait pas retourner dans des politiques d'austérité. Donc, il y a une ouverture. Ce qu'on entend, en tout cas à Bruxelles, c'est qu'il y a un peu une ouverture. Mais Ursula von der Leyen a aussi dit plus de flexibilité. Et dans la même phrase, elle a dit plus de rigueur dans les recommandations qui sont faites par la Commission. Et ça, c'est quand même une source d'inquiétude. Vous êtes un petit peu plus flexible sur le taux, mais sur les réformes qui peuvent être demandées par la Commission européenne, là, il faudra être un peu plus rigoureux, y compris couper davantage. En tout cas, ce qui est consensuel aujourd'hui, Yves, c'est qu'il y a un besoin d'investissement, vous l'avez dit Manon Aubry, pour la transition numérique, pour la transition écologique, évidemment. Oui, vous n'avez pas dit numérique, vous avez dit écologique. J'ai dit écologique, mais... Oui, vous avez dit écologique. Donc, il y a un besoin d'investissement, mais en même temps, il faut baisser l'endettement. Donc, ça veut dire qu'il y aura de la bonne dette, de la mauvaise dette? On verra dans quelle mesure, à quel rythme, etc. On peut effectivement changer les critères. De toute façon, le pacte est suspendu. Au mouvement européen, on a proposé, nous, effectivement, de calculer différemment, pas en fonction d'un chiffre sur PIB, mais en fonction du coût de l'endettement. Et c'est bien là le sujet. On va là s'empailler un peu au niveau européen sur 3, 4, 5, etc. Les marchés regardent. Donc le taux, le vrai chiffre, c'est celui... que concèdent les marchés pour prêter à la France, à la Grèce, à l'Allemagne. C'est le spread qui est roi. Voilà, à l'heure où on se parle, la France va vers 3 000 milliards d'euros. 3 000 milliards d'euros, ce qui fait 20 000 milliards de francs de dette publique. Là, on emprunte à 2,7. Voilà, pour l'instant, so far so good. Mais les écarts de taux commencent à augmenter. En effet. Et donc, le vrai garde-fou, c'est les marchés. Alors maintenant, pour rester, et vraiment là encore, la Grèce l'a vu, l'Irlande, ça peut être violent à un moment. D'où l'idée de rester dans certaines limites. Maintenant, le vrai sujet, vous l'avez dit, c'est l'investissement. Jean Quatremer en a parlé, vous relancez là-dessus. Moi, je préférerais qu'on passe un tout petit peu moins de temps sur la limite des critères, etc., tout en observant que ceux qui peuvent investir aujourd'hui, c'est ceux qui ont bien géré leur budget jusqu'ici, et que ceux qui n'y arrivent pas, c'est ceux qui ont laissé filer le déficit. Mais la question la plus importante, c'est pas de s'empêcher d'investir chacun séparément, c'est d'investir ensemble. Le plan de relance, c'était un emprunt pour la relance. Il faudrait un autre emprunt pour la résilience ou pour les grands investissements dont l'Europe a besoin. Pour moi, il est là le vrai débat et c'est là qu'il faudrait consacrer davantage d'énergie politique. Manon Aubry a précisé ce chiffre, 171 violations des règles du pacte de stabilité en 20 ans et 0 sanction, Jean. Mais ça veut dire que quoi? De toute façon, ce pacte de stabilité, on en parle, mais il n'est pas dedans. C'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il faut en sortir. On ne dirige pas une économie de cette façon-là. Je veux dire, aucun pays fédéral, et je suis fédéraliste, à différence d'autres,
aucun pays fédéral ne dirige avec une constitution qui dit attention, si vous dépassez tel seuil d'endettement, tel seuil de déficit, si vous investissez pas autant ou si vous investissez autant, eh ben, vous êtes puni. C'est des choix politiques. Voilà, ce sont des choix politiques. Donc ce que je veux dire, Yann Anthony, c'est qu'il faut que demain, il faut sortir de cette idée. C'est-à-dire que la Commission, de nouveau, elle est enfermée dans cette idée qu'il faut un pacte de stabilité. Non, il ne faut pas un pacte de stabilité. Mais les règles de bonne gestion avaient un sens étant avant tout politique. Hein, voilà. Bon, on peut les changer. Moi, je souhaite aussi qu'on puisse les changer, mais qu'on n'y passe pas trop de temps parce qu'en effet, ce qu'il faut, c'est investir ensemble. Je reprends un autre exemple de Maastricht, la coopération policière et judiciaire. On a voulu créer un corps européen de garde-frontières. Et là, on est en train d'aller chercher 2-3 milliers de gardes-frontières dans tous les États membres. Mais mettons de l'argent européen sur une agence européenne de garde-frontières et finançons ça ensemble, qu'on en termine. Quand les efforts doivent être faits en matière militaire, bon, bah là, maintenant, il y a un fonds européen de défense. C'est déjà un premier pas, c'est 8 milliards, 8-9 milliards, mais il faut doubler, tripler ça. Dépensons ensemble. Voilà, c'est ça le grand sujet. Ça a l'air tellement facile de trouver de l'argent quand on vous écoute. Il y a la transition écologique. Je suis Manon Aubry. Ça, on en parlait peu au moment de Maastricht, pour le coup. Bah maintenant, oui, la transition écologique, la transition énergétique, ce qu'il faut faire pour sortir du gaz russe, dépensons ensemble. C'est ça, à mon avis. Moi, j'aimerais bien qu'on y passe plus de temps sur la façon de dépenser ensemble et donc de lever de l'argent ensemble. Voilà. D'accord, Clotilde. Presque on entend dans les couloirs de Bruxelles de certains pays, notamment les Pays-Bas. C'est pas du tout dans cette idée-là. Et d'ailleurs, les Pays-Bas et certains autres pays, ils poussent pour que dans cette potentielle réforme, il y ait beaucoup plus de pouvoir pour sanctionner les pays qui dépassent ces déficits ou cette dette publique. Donc il y a tout un certain nombre de pays qui sont assez influents, qui ne sont pas du tout dans cette même ligne de pensée. Ça, c'était la contrepartie. On a obtenu au forceps de la part des Néerlandais qu'ils acceptent de verser de l'argent dans le cadre du plan de relance. Mais en revanche, derrière, il faut quand même tenir les rênes. Merci beaucoup Manon Aubry, Yves Bertoncini, Clotilde Goujard, Jean Quatremer. Cette émission a été préparée par Alexandre Rougier, Sarah Brarou et David Brasseur, réalisée par Pascal Simard. La semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Faute à l'Europe.